Bonjour et bienvenue sur le site de l'Atheneum de Philadelphie en Pennsylvanie qui accueille une fois encore le Cercle francophone d'histoire. Alors cette 42e présentation se fera en français à des bilans afin de permettre au plus grand nombre de nous suivre sans difficulté. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du fondateur de l'égyptologie moderne, Jean-François Champollion, linguiste et déchiffreur des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, une écriture utilisée pendant plus de 3000 ans et qui va tomber dans l'oubli au IVe siècle de notre ère. Mais venons-en tout d'abord à Jean-François Champollion, qui voit le jour à Figeac, dans le sud-ouest de la France, le 23 décembre 1790, en pleine Révolution française. Il sera le cadet d'une fratrie de 7 enfants. Alors il a pour père Jacques Champollion, originaire des Alpes. Issu d'une famille de paysans, Jacques est colporteur, c'est-à-dire marchand ambulant. Il vend des livres de petit format de village en village. Jacques sillonne la France et, à l'âge de 28 ans, il s'installe définitivement à Figeac, dans le sud-ouest du pays. Il fait un bon mariage et épouse Jeanne-Françoise Gallieu, issue d'une famille bourgeoise de Tisserand. Il ouvre alors une petite librairie sur la place basse de Figeac. Le couple Champollion vit dans une certaine aisance et ils ont tous deux 46 ans lorsque leur dernier enfant, le fameux Jean-François Champollion, va naître. Alors, une étrange histoire court sur la naissance de Jean-François. En 1789, sa mère est atteinte de rhumatisme si handicapant qu'elle s'imagine mourir. Elle est soignée par un guérisseur de Figeac. Alors qu'elle pense ne plus jamais pouvoir avoir d'enfant, il lui prédit la venue d'un fils. Et en effet, 1 an plus tard, elle donne naissance à Jean-François. Il est baptisé le soir même et son frère aîné, Jacques-Joseph, qui a 12 ans, devient son parrain. Il jouera, nous le verrons, un rôle essentiel dans la vie de son jeune frère. Alors, Madame Champollion s'occupe de Jean-François avec une attention toute particulière, car pour elle, ce fils n'est pas un enfant comme les autres. Elle remarque notamment que très jeune, il démontre des capacités exceptionnelles dans le domaine de la lecture. Son frère aîné, Jacques-Joseph, constate d'ailleurs que Jean-François a appris à lire presque tout seul dans un missel. Il note rapidement que son cadet démontre des capacités peu communes dans le domaine linguistique grâce à des jeux qu'il lui procure. Ce qui conforte Madame Champollion dans l'idée que c'est bien l'enfant du miracle. Elle le confie alors à Jacques-Joseph qui va s'occuper lui-même de son éducation. Et il faut dire que Jacques-Joseph est aussi un enfant surdoué et qu'il a une intelligence supérieure. Il va prendre Jean-François sous son aile. Alors, érudit et passionné par l'Orient, Jacques-Joseph part en 1798 pour Grenoble, dans les Alpes, la région d'origine de son père. Désormais jeune professeur de grec, il va rejoindre l'Académie Delphinale, une société savante et orientaliste. Mais pour ce faire, il doit quitter son frère cadet,
8 ans. C'est une décision difficile car il y a entre eux plus qu'un lien fraternel. Malgré la différence d'âge, ils sont devenus petit à petit indispensables l'un pour l'autre. Jacques-Joseph ne veut donc pas négliger l'éducation de Jean-François. Avant son départ pour Grenoble, il l'inscrit à l'école de Figeac. Mais Jean-François est un élève vif et de caractère turbulent. Il déteste d'ailleurs les mathématiques et seule l'étude des langues semble l'intéresser. Jacques-Joseph contacte alors l'abbé Calmels, curé de la paroisse de Figeac. L'abbé devient le précepteur de Jean-François. En grand pédagogue, il ouvre l'enfant à la culture antique. Il lui enseigne les rudiments du latin et du grec, mais aussi l'histoire naturelle. Alors, quant à Jacques-Joseph, malgré l'éloignement, il entretient une abondante correspondance avec son frère et l'abbé. Rien dans l'éducation de son frère va lui échapper. Alors, 3 ans plus tard, en 1801, n'en pouvant plus de son éloignement, il fait venir son frère à Grenoble. Jean-François a 11 ans lorsqu'il quitte ses parents pour les Alpes. Désormais, Jacques-Joseph va directement prendre en main son éducation. Il s'attache les services de l'abbé Dussert, un érudit, directeur de l'école des langues orientales de Grenoble. Pendant 2 ans, l'abbé va enseigner à Jean-François les langues mortes et les langues orientales, grec et latin bien sûr, mais aussi l'hébreu et l'araméen lui-même, langue vernaculaire de Galilée et de Judée que parlait Jésus, mais aussi le chaldéen, langue antique de la Mésopotamie. Mésopotamie, pardon, c'est l'Irak actuel. Le jeune Champollion trouve donc enfin un terreau favorable à son éducation. Il démontre de grandes dispositions linguistiques qui ne cessent d'étonner l'abbé Dussert. Le jeune prodige va alors s'attaquer à l'Éthiopien et au Copte. Pour le récompenser, après ses longues journées d'études, Jacques-Joseph emmène souvent Jean-François dans les musées d'archéologie de la région. Alors en guide implacable, il s'assure également que son jeune frère suive des cours de dessin. Pour ce faire, il lui choisit un instructeur renommé, Louis-Joseph G., fondateur du musée de Grenoble et spécialiste des beaux-arts. On le voit donc, dès l'âge de 11 ans, le jeune Champollion a les meilleurs maîtres. Que ce soit en linguistique ou en graphisme, il accumule grâce à Jacques-Joseph des connaissances exceptionnelles pour un enfant de son âge. Alors le temps qu'il dévoue à son frère n'empêche pas Jacques-Joseph de mener à bien sa propre carrière. En 1803, en tant qu'archéologue, helléniste et orientaliste, il participe à l'écriture d'un ouvrage qui fera date, la description de l'Égypte. Alors, son recueil s'intéresse aux observations et aux recherches faites lors de l'expédition de l'armée française d'Orient quelques années auparavant. Le général Bonaparte avait alors emmené avec lui, lors de sa campagne militaire d'Égypte, tout ce que la France comptait de savants. En tout, plus de 160 éminents spécialistes. Jacques-Joseph va ainsi faire naître chez son frère une passion qui deviendra dévorante,
celle de l'Égypte. À l'âge de 14 ans, en 1804, Jean-François est admis avec une bourse dans la nouvelle institution créée par Napoléon, le lycée impérial de Grenoble. Il a pour maître le proviseur du lycée impérial, l'abbé Claude-Marie Gattel, un grammairien, lexicographe et linguiste. S'il aime ses études, Jean-François est pourtant malheureux au lycée impérial, car il se plie mal à la discipline presque militaire de l'établissement. Cependant, son grand frère continue de l'encourager en entretenant sa curiosité. Ainsi, Jacques-Joseph fait une communication remarquée à l'Académie delphinale de Grenoble. Il évoque notamment les inscriptions mystérieuses de la pierre de Rosette. Alors, cette pierre, ou plus précisément un fragment de stèle en granit noir, avait été découverte par les Français dans le village égyptien de Rosette lors de la campagne d'Égypte de Bonaparte. On doit sa découverte à Pierre Bouchard en juillet 1799, un officier du corps des ingénieurs de l'armée française d'Orient. Alors, suite à la campagne, ou du moins l'échec de la campagne militaire française en Égypte, la pierre sera finalement confisquée par les Anglais en 1801 et elle va partir pour Londres. Alors, fort heureusement, les scientifiques français avaient eu le temps d'en faire des copies et des empreintes. Alors, sur ce fragment de stèle apparaît un texte en 3 systèmes d'écriture. Le premier, c'est l'égyptien hiéroglyphique, utilisé pour les textes sacrés pendant plus de 3000 ans et qui, comme je l'ai dit, va disparaître au IVe siècle après Jésus-Christ. On trouve aussi sur cette pierre un texte en égyptien démotique, plus récent, remontant au 7e siècle avant Jésus-Christ. Le démotique est en fait une simplification des hiéroglyphes en écriture cursive cette fois. Et enfin, une 3e version apparaît sur la pierre en alphabet grec. Alors, grâce au grec, on va parvenir à dater la pierre de Rosette. Elle remonte à 210 avant notre ère, une époque où les Grecs dominent l'Égypte. Le texte trilingue de la pierre est en fait un décret synodal qui fait l'éloge du pharaon Ptolémée V. La pierre mesure un peu plus d'1 mètre de hauteur, 75 centimètres de largeur, 28 centimètres d'épaisseur et pèse environ 760 kilos. Alors, Jean-François, on l'imagine, est très intrigué par le mystère de la pierre de Rosette. Mais il est encore bien jeune, 15 ans seulement. Cependant, au lycée impérial de Grenoble, la Providence lui fait rencontrer le moine Don Raphaël de Monachis, né au Caire. Proche de Bonaparte, Monachis avait participé à l'expédition d'Égypte. Il suggère au jeune Champollion que la langue copte trouve ses origines dans l'égyptien ancien. Jean-François veut alors s'engager dans l'étude approfondie du copte. Mais hélas, il ne peut pas le faire car Grenoble offre peu de ressources dans ce domaine. Alors, ces recherches vont l'amener cependant à s'intéresser à un livre écrit par un moine bénédictin
du nom de Bernard de Montfaucon. L'ouvrage, qui avait été publié en 1719, s'intitule L'Antiquité expliquée et représentée en figures. Ce livre va stimuler la curiosité de Jean-François, qui, en janvier 1806, écrit une lettre à ses parents dans laquelle il affirme sans ambiguïté: je veux faire de cette antique nation d'Égypte une étude approfondie et continuelle. Désormais, tout ce qui a trait à l'Égypte va l'accaparer. À partir de sa 16e année, nulle civilisation et nul autre peuple n'auront d'égal dans le cœur du jeune Champollion. Alors, parallèlement, la situation sociale de Jacques-Joseph, qui a désormais 29 ans, se conforte. Il se notabilise en 1807 en épousant Zoé Beria, la sœur du futur maire de Grenoble. Et il attache à son patronyme celui de la ville où il est né. Il sera maintenant connu sous le nom de Jacques-Joseph Champollion-Figeac. La même année, toujours plein de sollicitude envers son frère cadet, il part à Paris. Il cherche à obtenir l'admission de Jean-François au prestigieux Collège de France dans le département des langues orientales. Mais c'est sans doute prématuré, car le jeune Champollion devra encore patienter 2 ans avant de pouvoir rejoindre la capitale. Pourtant, Jean-François ne se démoralise pas. Il présente en effet à l'Académie des sciences et des arts de Grenoble un essai pointu qu'il vient d'écrire. La description géographique de l'Égypte avant la conquête de Cambyse. Cambyse, un roi perse qui avait conquis l'Égypte en 522 avant Jésus-Christ et qui était devenu ainsi pharaon. Alors sa présentation va faire sensation et 6 mois plus tard, à l'âge de 17 ans, il est élu membre correspondant de l'Académie, un fait extraordinaire compte tenu de son jeune âge. Le maire de Grenoble écrit à ce propos, je cite: en vous nommant un des membres malgré votre jeunesse, l'Académie a compté sur ce que vous avez fait, mais elle compte encore plus sur ce que vous ferez. Elle aime à croire que vous justifierez ses espérances. Et si un jour vos travaux vous font un nom, vous vous souviendrez que vous avez reçu de l'Académie les premiers encouragements. Alors, désormais, le jeune Champollion se sent prêt. Il quitte le lycée impérial de Grenoble et part à Paris pour entreprendre une carrière d'orientaliste. Alors après un voyage en diligence de 5 jours, il arrive dans le quartier de la Sorbonne. La réputation du jeune prodige l'a précédé. Il obtient en effet une bourse au Collège de France dès son arrivée. Alors Jean-François vit chichement cependant, car sa bourse n'est pas suffisante pour subvenir à tous ses besoins. Paris est une ville chère. Heureusement, son frère paye sa chambre et sa nourriture. Maintenant, il va pouvoir enfin étudier le copte en toute sérénité, le copte, la langue liturgique des chrétiens égyptiens.
Alors, au Collège de France, le jeune Champollion rencontre les meilleurs professeurs de son temps. Le baron Antoine de Sacy, par exemple, linguiste orientaliste, et il va perfectionner son arabe. Louis Langle, fondateur de l'École des langues orientales, va lui apprendre le persan. Prosper Audran, fameux grammairien hébraïque, lui enseigne l'hébreu. Alors Jean-François se lie aussi avec Aubin-Louis Mylin, un archéologue, conservateur du cabinet des antiquités de la Bibliothèque de France. Mylin va ainsi lui enseigner la numismatique, c'est-à-dire l'étude des monnaies et des médailles. C'est donc dans cet environnement académique exceptionnel que le jeune étudiant va désormais évoluer au contact des élites orientalistes de l'Empire. Alors pour sa part, dont Raphaël de Monachis, dont je vous ai déjà parlé, met Jean-François en contact avec un prêtre d'origine égyptienne du nom de Géa Cheftichi. Alors Cheftichi officie à l'église Saint-Roch de Paris où l'on dit la messe en copte. C'est lui qui approfondit les connaissances de Champollion dans cette langue. Alors cette rencontre va être déterminante pour l'avenir, car elle permettra plus tard à Champollion d'établir avec certitude un lien de filiation entre l'Égyptien ancien et le copte. Jean-François est d'ailleurs si doué en langues orientales qu'on le prend souvent pour un arabe tant il paraît à l'aise dans ce milieu. Autre érudit qui va jouer un rôle primordial dans sa vie, l'abbé de Tersan. Alors Tersan est un archéologue, un collectionneur, un dessinateur et un graveur. Et en outre, il possède une copie de la pierre de Rosette. Il ouvre généreusement son cabinet à Champollion, qui vient d'avoir 18 ans. Champollion se penche d'abord sur des papyrus égyptiens en écriture cursive démotique, c'est-à-dire en égyptien non hiéroglyphique. Mais petit à petit, sa quête du déchiffrement des hiéroglyphes va commencer. Alors Jean-François se met à rédiger une grammaire copte, puis il se lance dans l'étude du texte démotique de la pierre de Rosette. Il s'inspire des recherches de l'un de ses professeurs, Sylvestre de Sacy, un grand expert du démotique, écriture dont il a pu décoder quelques lettres. Mais Champollion, qui bute sur de nombreux obstacles, ne se décourage pas. Reste que pour l'instant, le texte démotique de la pierre de Rosette est encore quasiment indéchiffrable. Alors que dire des hiéroglyphes qui sont composés de plusieurs milliers de signes et symboles divers? En 1808, le jeune Champollion est encore bien loin d'en déchiffrer le code. Alors qu'il poursuit ses recherches, Jean-François est nommé professeur adjoint d'histoire à l'université de Grenoble. En juillet 1809, à 18 ans donc, il quitte Paris. Il prend possession de son poste grenoblois le 15 octobre. Il est ravi car il retrouve son frère qui dirige la bibliothèque de Grenoble. Un an plus tard, par décret impérial,
les deux Champollion sont nommés docteurs ès lettres, ce qui correspond à la prestigieuse charge de professeur. Alors pour sa part, Jean-François continue bien sûr ses travaux sur l'Égypte. Il est aidé en cela par l'abbé Claude-Marie Gattel, qui fut le premier à soutenir dès 1801 que les hiéroglyphes possèdent des signes phonétiques. Pour Champollion, c'est très important à une époque où il considère encore, comme beaucoup de ses compères, que les hiéroglyphes sont uniquement des pictogrammes, c'est-à-dire un ensemble de dessins figuratifs. Mais l'un de ses plus beaux faits d'armes reste de comprendre la chronologie des langues qu'il étudie. Première étape, d'abord furent les hiéroglyphes, utilisés de la fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle de notre ère. C'est une écriture sacrée, donc un Égyptien de tradition. Les hiéroglyphes, réservés à une caste savante de lettrés, disparaissent définitivement lorsque l'Égypte est christianisée, passant ainsi d'une culture polythéiste à une culture monothéiste. Les hiéroglyphes, considérés comme païens, tombent dans l'oubli et bientôt, plus personne ne saura les interpréter. Alors, deuxième étape, après les hiéroglyphes, le hiératique. Alors, les hiéroglyphes avaient vécu de concert avec le hiératique, une écriture qui apparaît à la fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Le hiératique est en fait la version cursive et simplifiée des hiéroglyphes. Il est donc plus facile et plus rapide d'usage. Troisième étape, le démotique. Le démotique surgit pour sa part bien plus tard, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce démotique, qui devient la langue vernaculaire de l'Égypte, est utilisé jusqu'au 5e siècle de notre ère. Il est en fait lui-même une simplification du hiératique et apparaît sur la pierre de Rosette, comme je l'ai expliqué plus tôt. Quatrième étape, le copte. Finalement, le copte, lui, apparaît au IIIe siècle de notre ère. C'est la langue liturgique des chrétiens orthodoxes de la vallée du Nil. Le copte découle du grec ancien auquel on incorpore 7 lettres de l'alphabet démotique. Alors la supériorité de Champollion sur les autres linguistes de son temps est donc la suivante. Il a une idée claire des étapes chronologiques de tous ces systèmes d'écriture. Et surtout, il comprend partiellement, sinon en totalité, comme le copte par exemple, ces langues. Il va donc remonter le fil de l'histoire à l'envers de la chronologie, du copte en passant par le démotique, du démotique en passant par le hiératique, pour enfin arriver aux origines, les hiéroglyphes. Alors l'étude de la pierre de Rosette absorbe désormais Jean-François, 100% de sa vie. Après avoir compté le nombre des signes sur cette pierre, 486 mots grecs pour 1519 hiéroglyphes, il a une intuition. Elle se résume ainsi.
il existe plusieurs sortes de signes hiéroglyphiques dans un même texte. Un hiéroglyphe, ce peut être un idéogramme, c'est-à-dire le symbole graphique qui va représenter une idée ou un concept. L'amour, la passion, la tristesse, par exemple. Mais un hiéroglyphe, c'est aussi, ou parfois, un pictogramme qui va représenter un objet concret ou des animaux, par exemple, le lion, le scarabée. Et puis, il y a les phonogrammes, c'est-à-dire des signes graphiques exprimant un son. Cette mixité de fonctions, idéogramme, pictogramme, phonogramme, cette mixité de fonctions des hiéroglyphes est donc une idée révolutionnaire. Mais malgré ces progrès, Jean-François tâtonne encore. Alors s'il a la tête dans le passé, le présent va brutalement se rappeler à lui. Nous voilà en 1812. Napoléon se lance à corps perdu dans la désastreuse campagne de Russie. Et pour cela, il a besoin d'hommes. Grâce à l'influence du préfet Joseph Fourier, recteur de la faculté de Grenoble, Jean-François parvient à éviter de justesse la conscription. On met en avant la valeur inestimable de ses recherches. Il peut donc continuer ses travaux et n'ira pas mourir sur le front russe. Alors, pourtant, les troubles politiques s'accumulent. L'empire napoléonien s'effondre et Louis XVIII, frère cadet du défunt Louis XVI, monte sur le trône de France en 1814. Toute cette agitation ralentit les recherches de Champollion. Malgré tout, la transition de l'Empire à la première restauration se passe sans trop de heurts pour les Champollion, même s'ils sont vite déçus par l'autoritarisme du nouveau roi. À maintenant 24 ans, Jean-François peut cependant poursuivre ses travaux dans une certaine sérénité. Et en août 1814, il publie son fameux ouvrage L'Égypte sous les pharaons, qu'il dédicace opportunément à Louis XVIII. À la même époque, il tombe amoureux de Rosine Blanc, fille d'une riche famille de fabricants de gants. Il l'épousera 4 ans plus tard, nous le verrons, contre l'avis de son frère. Alors 1815 va être une année difficile pour la France et pour les Champollion. En effet, Napoléon tente un coup de force en mars, quittant l'île d'Elbe sur laquelle il était exilé. Lors de la période dite des 100 jours, l'empereur déchu parvient à reprendre le pouvoir. Alors, dans un article daté du 18 juin 1815, Jean-François proclame imprudemment « Napoléon est notre seul prince légitime ». Et il espère ainsi pouvoir faire imprimer son futur dictionnaire de la langue copte, un projet qui lui tient à cœur. Mais le retour de Napoléon au pouvoir se termine par le désastre de Waterloo. Pour les Champollion, qui ont soutenu l'empereur, c'est la disgrâce. Le dictionnaire de la langue copte de Jean-François est refusé par l'Académie. Pire, les deux frères sont placés sous surveillance.
en juillet 1815. Finalement, en mars 1816, les Champollion doivent partir en exil dans le sud-ouest, sur leur terre natale. Alors, arrivés à Figeac, le 2 avril 1816, ils s'établissent dans la maison de leur père. Alors, ce retour n'a hélas rien des retrouvailles qu'ils auraient pu espérer, car Champollion père est devenu alcoolique depuis la mort de sa femme. Ses affaires périclitent et il faut éponger les dettes paternelles. Alors on l'imagine, durant cette période d'exil, les deux frères s'ennuient. Ils tentent vainement d'obtenir leur amnistie. Ne souhaitant pas rester sans rien faire, ils décident alors d'établir à Figeac une école mutuelle afin de servir les enfants pauvres de la ville. Pour ce faire, ils s'inspirent d'une méthode développée au XVIIe siècle par le prêtre et pédagogue lyonnais Charles Démia. C'est un système d'enseignement primaire basé sur le monitorat. Le maître s'appuie sur les élèves les plus âgés, qu'il appelle des officiers. Et en l'absence du maître, ces officiers jouent le rôle de surveillants et de répétiteurs. Ils corrigent les exercices et ils conseillent les plus jeunes. Ce système participatif attire donc les frères Champollion car il permet à chaque élève de progresser à son propre rythme. Alors finalement, en 1816, le pouvoir s'assouplit. En novembre, Jacques-Joseph est autorisé à retourner à Grenoble. Quant au jeune Champollion, il ne peut pas encore suivre son frère aîné. Il reste en effet à Figeac pour s'occuper des affaires de son père. Mais il peaufine aussi son dictionnaire copte grâce à son matériel de déchiffrement que vient de lui faire parvenir son frère. Alors, Jean-François rentre enfin lui-même à Grenoble le 21 octobre 1817. Il est accueilli chaleureusement par son frère et ses amis politiques libéraux. Le climat de répression royale a décru avec le temps. Il reprend alors son travail de déchiffreur de hiéroglyphes. Même s'il parvient à identifier certains points de grammaire, notamment des articles, quelques conjonctions et la formation de certains pluriels, il piétine toujours. Le système de l'écriture des hiéroglyphes n'est pas encore à sa portée. Alors à 28 ans, en décembre 1818, Jean-François épouse Rosine Blanc, malgré l'opposition obstinée de son frère. Ce dernier trouve en effet que le statut social de sa belle-sœur, fille d'un gantier, n'est pas assez élevé. Mais Jean-François passe outre. Alors hélas, pour Rosine, sa femme, la passion dévorante de son nouveau mari pour l'Égypte l'éloigne d'elle. Il s'enferme dans son bureau, il étudie longuement le livre des morts des anciens Égyptiens. Composé de rouleaux de papyrus, ce texte est rempli de formules funéraires. Il est écrit en hiéroglyphes et en hiératique. Cette étude le conforte dans son idée que le hiératique est une simplification des hiéroglyphes et que les deux systèmes d'écriture sont intimement liés. Alors en 1821, on assiste à une étape importante
de la carrière de Champollion. À l'âge de 31 ans, il déchiffre les premiers cartouches royaux. Alors ces cartouches sont en fait des symboles hiéroglyphiques de forme allongée qui contiennent le nom d'un pharaon. Grâce à ses recherches, il identifie ainsi celui de Ptolémée V sur la pierre de Rosette, puis celui de Cléopâtre sur la base d'un obélisque. Alors à la même époque, un ami de Champollion, l'architecte Jean-Nicolas Huyot, parcourt l'Égypte. Il lui envoie des reproductions de détails issus du temple de Ramsès II à Abou Simbel. Ce temple avait été découvert 4 années auparavant, en 1817, par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt. Alors, sur un des cartouches, Champollion identifie le signe Ra, le dieu du soleil égyptien. Il remarque également 3 autres signes qu'il savait être le son M et le son S. Ra plus M plus S plus S, voilà donc Ramsès. Cette révélation le met dans un tel état d'agitation qu'il tombe dans un coma de quelques jours. Et à son réveil, il déclare « Cette fois, je tiens mon affaire ». Il pense en effet avoir découvert la clé du déchiffrement des hiéroglyphes. Alors cette découverte acte la naissance d'une nouvelle science, l'égyptologie. En septembre 1822, il écrit à Bon Joseph d'Acier, le secrétaire perpétuel de la Bibliothèque nationale de Paris. Il lui fait part de sa découverte d'un système de déchiffrement des hiéroglyphes. Je cite, « C'est un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, dans une même phrase, je dirais presque, dans un même mot. » Et 2 ans plus tard, Champollion publie un ouvrage intitulé Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens. Il ouvre ainsi les portes de l'égyptologie scientifique en insistant sur le caractère mixte de l'écriture hiéroglyphique. Mais les recherches de Champollion ne sont pas sans conséquences, notamment religieuses, car ces travaux ont un impact susceptible de remettre en cause la chronologie biblique chrétienne. En effet, avant le déchiffrement des hiéroglyphes, l'histoire du monde était principalement basée sur la chronologie de la Bible. Selon l'Église, le début de l'humanité et la création du monde se situaient à une date relativement récente, 4000 ans avant Jésus-Christ. De nouvelles datations de documents susceptibles de révéler des civilisations antérieures à la date supposée de la création selon la Bible effraient grandement l'Église, car certains religieux perçoivent l'égyptologie comme une menace sur l'autorité de l'Église et sur la véracité littérale de la Bible. Alors Champollion va cependant contribuer à un apaisement temporaire et partiel
lors de la fameuse affaire du zodiaque de Dendera. Alors ce zodiaque de Dendera, découvert lors de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, est en fait un célèbre bas-relief unique en son genre. Il représente une carte de la voûte céleste et de ses constellations. Alors certains savants attribuent à ce zodiaque une antiquité fabuleuse, repoussant le commencement du monde bien au-delà des limites bibliques. Mais Champollion, en appliquant son système de déchiffrement, parvient à dater le zodiaque à l'époque romaine, le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors ce résultat, on l'imagine, rassure le pape Léon XII, car il ne contredit pas les fondements de la chronologie biblique. Champollion reste ainsi dans les bonnes grâces du roi Louis XVIII, puis de son successeur Charles X. Mais il va inaugurer, malgré lui, une nouvelle ère, celle où l'histoire humaine et les sciences commencent à s'émanciper des dogmes religieux stricts relatifs à l'origine du monde. Le 1er mars 1824, Champollion devient père d'une petite fille, Zoraïde, prénom arabe qui signifie aurore ou blancheur lumineuse. Alors s'il est désormais célèbre, ses découvertes suscitent cependant controverses et jalousie. En effet, le savant anglais Thomas Young, qui a lui aussi beaucoup travaillé sur les écritures égyptiennes, se considère comme le vrai déchiffreur des hiéroglyphes. Mais sur les 220 mots que Jung prétend avoir déchiffrés, Champollion parvient à démontrer que seule une petite moitié est correcte. Car Jung a fait de nombreuses erreurs d'interprétation. Il n'a notamment pas intégré l'importance du copte, qui est pourtant le dernier état de la langue égyptienne antique. Quand Jean-François Champollion publie une traduction complète des hiéroglyphes, Jung est bien obligé de reconnaître la prééminence de son jeune collègue français. Et il fera officiellement, 6 ans plus tard, une déclaration en admettant que la méthode de Champollion, basée sur le copte, est parmi toutes supérieure aux autres. Alors, en 1826, le roi de France, Charles X, collectionneur passionné d'antiquités égyptiennes, nomme Champollion conservateur chargé des collections égyptiennes du musée du Louvre. Champollion convainc alors le roi d'acheter la collection d'Henry Salt, le consul britannique au Caire, qui a accumulé depuis plus de 10 ans de précieuses antiquités égyptiennes. Alors Champollion va ainsi contribuer à accroître considérablement les collections françaises. Mais la période, il faut bien l'avouer, est à celle du pillage. Certes, de vrais savants comme les frères Champollion ont un amour sincère pour la civilisation égyptienne. Mais d'autres, des explorateurs sans scrupules par exemple, sont attirés par l'appât du gain. Des prédateurs profitent de leur position pour s'enrichir personnellement. C'est le cas d'Henri Salt, bien sûr, mais aussi du consul de France au Caire,
Bernardino Giovetti, un antiquaire italien naturalisé français. Ils établissent indûment des collections personnelles qu'ils revendent ensuite à prix d'or à des collectionneurs. Mais le temps passe. En 1828, à 38 ans, Champollion va enfin réaliser son rêve. Mandaté par Charles X, il part pour une mission scientifique en Égypte. Il n'y a encore jamais mis les pieds. Il est accompagné d'un de ses anciens élèves, l'égyptologue italien Ippolito Rossellini. Au cours du voyage, tous deux recueillent de nombreuses données qui prouvent que le système de déchiffrement des hiéroglyphes fonctionne parfaitement. Champollion étudie alors l'obélisque de Luxor, qui sera ensuite offerte en cadeau à la France par Mehemet Ali Pacha, le fondateur de l'Égypte moderne. La France lui offre en retour une magnifique horloge en cuivre pour orner la citadelle du Caire. Alors l'obélisque de Luxor sera érigé quant à elle à Paris, place de la Concorde, en 1836. Il faudra en effet 6 années et le parrainage du roi Louis-Philippe afin de lever les fonds nécessaires au transport de l'obélisque par mer, puis par terre, jusqu'à la capitale française. Mais revenons à Champollion qui s'est épuisé en Égypte pendant 18 mois. Il ne s'est nullement préoccupé de sa santé. De retour en France en décembre 1829, il est placé en quarantaine dans la baie du Lazaret près de Toulon. Mais la saison est humide et froide et il y développe la tuberculose. De plus, il a contracté une bilharziose en Égypte, une maladie parasitaire due à un ver hématophage. C'est donc un Champollion amoindri et vieilli qui rentre en France. Alors 2 ans plus tard, en 1831, Champollion, partiellement remis, est élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il obtient également la chaire d'antiquité égyptienne au Collège de France. C'est l'apothéose de sa carrière. Mais hélas, il meurt à Paris l'année suivante, le 4 mars 1832. Il n'a que 41 ans. La cause exacte de son décès n'est pas connue car son frère refuse qu'on l'autopsie. Alors, selon ses dernières volontés, on l'enterre au cimetière du Père-Lachaise auprès de son ami Joseph Fourier, un ancien membre de la fameuse campagne d'Égypte. Le 11 mars 1832, par délibération du conseil municipal de la ville de Figeac, on élève un monument à sa mémoire. Et le 24 avril 1839, tous les manuscrits, dessins et livres de Jean-François Champollion sont acquis par le royaume dans l'intérêt des sciences humaines. Alors, quant à son frère aîné, Jacques-Joseph, il va lui survivre encore 35 ans. Il décède en 1867 à l'âge de 89 ans. Il aura passé le reste de sa vie à promouvoir la mémoire de Jean-François, le plus égyptien de tous les Français. Il déclare
en hommage à son frère cadet, tu auras été pour moi tour à tour mon frère, mon fils, mon élève, puis tu es devenu mon maître. Alors cet hommage fait écho au rapport fusionnel qui animait les deux Champollion. Jean-François n'avait-il pas écrit, lui aussi, je cite, mon cher frère, il y a longtemps que tu me prouves que moi, c'est toi. Mon cœur m'assure que nous ne faisons qu'un. Alors, pour conclure, je me risque à une comparaison audacieuse. Car à mon sens, cette fraternité si étroite porte en elle une part du syncrétisme des dieux égyptiens. Les deux Champollion sont un peu comme la divinité Amon-Ré, faite de l'association de deux forces majeures, Amon et Ré, deux en un en quelque sorte. Amon, ce serait Jacques-Joseph, l'aîné, le caché, le dieu du vent et de l'air, qui a porté son frère. Et Ré, ce serait Jean-François, le cadet, le visible, le dieu du soleil, qui a donné sa vie pour faire toute la lumière sur l'Égypte antique. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre attention.